Bonsoir à toutes et tous. Vous êtes en train tout doucement d'arriver dans cette salle commune virtuelle, mais qui n'est qu'à moitié parce qu'on est vraiment là. On est vraiment là pour passer une soirée qu'on espère intéressante, instructive, une soirée de partage. Euh, on voit les visages qui apparaissent. Sentez-vous les bienvenus. Vous l'êtes vraiment. On sait qu'il y a des personnes qui sont en transit. Bon courage pour les voyages. On est très très content de vous avoir ce soir. Pour petite précision, c'est une vidéo qui est enregistrée. C'est un moment qui sera rediffusé sur nos différents canaux. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, vous pouvez couper votre caméra. Et si vous voulez vous renommer parce que vous ne voulez pas apparaître avec vos noms et prénoms, vous pouvez également utiliser un pseudonyme. Vous avez un chat qui est disponible pour vos réactions, pour poser éventuellement des questions. On aura un long temps d'échange en deuxième partie. J'ai la chance ce soir de co-animer avec Thierry Raffin qui est là. Salut Thierry. On va se donner la parole et donner la parole à deux invités qu'on a ce soir. Donc, on fait très attention lorsqu'on s'adresse les uns les unes aux autres à se parler avec bienveillance, à prendre soin des discussions que l'on va avoir, surtout pendant la période d'échange qui est prévue en deuxième partie de soirée. On respecte celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec nous et lorsqu'on prend la parole, on dit je pour essayer de faire avancer la discussion. Vous avez la possibilité également de laisser vos coordonnées, de nous rejoindre sur nos différents canaux également, puisque nous essayons justement d'identifier les personnes qui souhaitent rejoindre cette démarche des réels, donc des réseaux d'échange et d'entraide locaux. Vous avez notamment toutes les informations sur le site internet adaptationradicale.org, où vous retrouvez dans la rubrique Contact nos différents canaux ainsi que la manière, la formule, la méthode pour s'y connecter. Je vais tout d'abord vous présenter un petit peu ARF. Bon, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà, qui nous connaissent un peu, mais voilà, histoire d'accueillir celles et ceux qui viendraient ici pour la première fois. On est un mouvement créé depuis 2020 qui fait suite en fait à une intervention très forte qui s'est faite par Jem Bendel je crois que c'est 2018. Il a créé un papier, vous pouvez retrouver ça euh, sur Internet. Il a vraiment défrayé la chronique en osant dire que les scientifiques, que l'adaptation, le développement durable ne suffirait pas. Excusez-moi, c'est très dense, donc vous allez pouvoir retrouver tout ça. Mais notre but maintenant, c'est de réfléchir et de concevoir euh, des, des réflexions autour des processus d'effondrement en cours et à venir. Donc, on essaye d'organiser des temps de discussion, donc, comme ce soir notamment. On essaye d'inviter lors des soirées thématiques des personnes qui écrivent ou qui participent à la réflexion sur des thématiques qui nous semblent intéressantes. On apporte également les jeux de l'entraide qui ont été initiés par Julien Lecaille, des jeux de l'entraide qui permettent de prendre le rôle de quelqu'un et de vivre une expérience avec des ruptures de normalité. Vous pouvez aussi trouver sur Internet pas mal d'infos. On a également le Forum des 4 R. Le Forum des 4 R, c'est un temps d'intelligence collective qu'on essaye de porter aussi, qui se prête en fait à travers les 4 R, donc la résilience, le renoncement. Donc, la résilience, c'est qu'est-ce qu'on choisit collectivement de garder, parce qu'on ne pourra pas tout garder. Il faut donc le deuxième R, renoncer. Donc, qu'est-ce qu'on décide collectivement de renoncer pour pouvoir garder justement ce qu'on a décidé ensemble. Le R de restauration, qu'est-ce qu'on peut remettre en avant, que ce soit des organisations sociétales ou des métiers ou des façons de faire qu'on peut restaurer justement pour toujours être résilient.
Et le dernier R de la réconciliation, qui est toujours un petit peu compliqué, qui est appréhendé de façon différente en fonction de nos sensibilités. On pourrait dire aujourd'hui, face à une société qui est divisée, le R de la réconciliation, c'est de continuer à faire société avec des gens qui ne nous ressemblent pas, qui sont différents, avec qui on n'est pas d'accord. Et c'est un enjeu très important pour justement désescalader tous ces systèmes de violence et d'opposition un peu systématique. On est soit pour, soit contre, et ça, c'est pas propice à la discussion et à l'échange. Il y a également les ateliers Qu'y a-t-il dans mon sac qui permettent, par rapport au sac d'urgence, de survie, voilà, il y a différents noms que porte Thierry notamment. C'est voilà, qu'est-ce qu'on met dans un sac d'urgence lorsque on doit partir de chez nous, lorsqu'il faut prévoir pour 48, 72 heures, de quoi on va avoir besoin. Et c'est un prétexte en fait pour nous poser des questions qui peuvent être assez angoissantes, mais qui sont désamorcées collectivement. On n'est pas seul face à ces problématiques parce que justement notre but à Adaptation Radicale, c'est justement de ne pas être seul et d'avancer avec des problématiques vraiment un peu lourdes qui quelquefois nous renvoient à des peurs. Euh, et bien de le faire ensemble et voilà, de travailler là-dessus. Il y a aussi le format Vivre ensemble par mauvais temps qui, du coup, s'inscrit carrément dans les réels. D'ailleurs, je vais bientôt passer la parole à Thierry. Les rencontres Vivre ensemble par mauvais temps, elles ont été expérimentées pour l'instant une fois à Craponne-sur-Arzon, en Haute-Loire. Elle cherche à mettre en présence celles et ceux qui font un territoire et à se faire rencontrer des gens qui, des fois, vivent juste à côté les uns les unes des autres et qui n'ont pas l'occasion ou qui n'ont pas eu voilà, l'opportunité de se rencontrer et de passer des moments ensemble. Par contre, cette ouverture, elle se fait avec plein d'entrées différentes, que ce soit des entrées par le sport, par des débats, par des expérimentations, par des jeux, par un bal, par la nourriture, par des moments conviviaux. L'idée, c'est vraiment d'être là ensemble et puis éventuellement que puissent s'ouvrir des possibilités et pourquoi pas des créations de réel. Donc, c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Thierry, est-ce que ça t'embêterait voilà, de dire pourquoi on est là, comment est née cette démarche? Oui, bonjour à tout le monde ou bonsoir, puisque le soleil s'est couché, enfin en Bretagne en tout cas, hein. Et du coup, euh, euh, cette réunion s'inscrit finalement dans un programme mensuel de réunion des réels. euh, qu'on a décidé de mettre en place suite à une vision, à une visio qu'on a faite au mois de septembre avec Pablo Servigne à l'occasion de la sortie de son livre Le réseau des tempêtes, manifeste pour une entraide populaire. Et la question qu'on se posait à l'issue de l'entretien qu'on a eu avec Pablo, c'était mais finalement, concrètement, comment ces réseaux des tempêtes peuvent-ils s'organiser et c'est quoi un niveau local et, euh, et à partir de là, on a eu une première réunion le mois suivant pour se poser la question des réseaux d'entraide locaux ou des réseaux des tempêtes locaux. Et de fil en aiguille, en fait, la réflexion nous a conduit à cet acronyme les réels, les réseaux d'entraide, enfin les réseaux d'échange, d'entraide locaux. Euh, et l'idée, c'était effectivement à travers les réels, de toucher un autre réel peut-être. Euh, et la démarche que l'on propose, en fait, c'est une démarche de co-construction, co-conception des réels. Il ne s'agit pas de dire voilà, le réel, c'est le réseau d'entraide d'adaptation radicale. Euh,
c'est simplement, et j'en reparlerai tout à l'heure, puisque la dernière réunion était une réunion où on a passé un temps en sous-groupe, en intelligence collective, à partir d'un certain nombre de questions que je rappellerai, pour essayer euh, de faire cette définition un petit peu de quoi on parle quand on parle de réel. Euh, et donc, on s'aperçoit qu'autour de nous, il y a des choses qui existent, il y a déjà des réseaux, il y a des initiatives, et du coup, pour chacune de ces réunions mensuelles, on fait le choix de donner la parole à deux initiatives qui, a priori, rentrent dans le périmètre de ce qu'on pourrait appeler, de ce qu'on appelle les réels. Et, euh, et ensuite, ben, effectivement, c'est une discussion entre nous qui peut être organisée à partir d'une question. On aura une question tout à l'heure pour lancer un petit peu la discussion, mais je laisserai Nadège euh, lancer la discussion à ce moment-là. Voilà, j'ai dit. Merci beaucoup Thierry. Donc effectivement, on a cette démarche, donc des rendez-vous tous les mois. Le but, c'est de co-construire avec vous, qu'on échange, qu'on se nourrisse les uns les unes des autres par rapport à nos expériences qui sont souvent très riches. Pour réfléchir, aujourd'hui, on a un constat, c'est que des réseaux existent un peu de partout, mais ne se rencontrent pas forcément, qu'il est compliqué d'ouvrir les portes parce que même si elles sont ouvertes, même si c'est gratuit, même si tout ça, eh ben, on a du mal en fait à passer à l'échelle et à faire venir des personnes différentes. L'entraide, on se rend bien compte que ça peut revêtir différentes formes. Vous pouvez retrouver l'ensemble des vidéos qu'on propose sur notre chaîne YouTube pour vous. On a commencé justement à réfléchir à cette entraide qui est au quotidien, qui reprend par exemple comment voilà, je suis en panne de voiture, j'ai besoin d'une voiture, comment je fais? Alors dans la ruralité, sans voiture, c'est compliqué. On va justement donner la parole à Cyril, Cyril qui fait partie du collectif citoyen de Montreuil-sur-Mer et qui va nous présenter peut-être déjà, si tu veux bien, ce que vous faites au collectif et puis comment il est né tout ça. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour ce rendez-vous. Merci de me donner la parole. Alors, je prends la parole. Vous êtes sans doute habitués aussi à des collectifs. Je prends la parole au nom, en mon nom, mais je suis le représentant des copains. Je suis le représentant de ce collectif. Donc, ce collectif, le collectif citoyen montreuillois et de ses environs, se situe donc sur la côte d'Opale dans le Pas-de-Calais. Donc c'est Montreuil-sur-Mer, la ville, le bourg dans lequel nous sommes implantés. Et nous, on a commencé à mettre en œuvre des choses, d'abord dans l'urgence, puis ensuite avec un petit peu plus de recul et de réflexion. Dans l'urgence en 2020, au moment des élections précédentes, les élections municipales, déjà 2020, et dans un contexte aussi de mouvement, pardon, oui, le contexte du mouvement climatique, on va l'appeler comme ça, des années 2019-2018. On est un groupe de jeunes trentenaires et on avait été touchés en fait par les thématiques qui avaient été abordées, le nombre de personnes dans les rues, et on était plusieurs à avoir co-organisé par exemple des marches pour le climat. Et dans cette volonté de vouloir faire quelque chose pour notre petite société localement, on a mis en place du coup à quatre couples, on était 8 au départ, ce collectif, et sans trop savoir au départ vers quoi on allait aller. Mais les élections municipales de 2020 étaient là devant nous, et donc on s'est dit, en lien aussi avec le pacte de la transition, on s'est dit, eh bien, allons-y tous ensemble, on va essayer d'influencer les futurs décideurs, puisque nous n'étions pas, nous n'avions pas la volonté d'être élus et de proposer une liste, mais on s'est dit, on va lancer un forum citoyen, un forum ouvert sur les thématiques écologiques qui nous intéressent et qu'on aimerait voir émerger sur notre territoire rural, très rural, dans le Pas-de-Calais. On a lancé les dés et ça a plutôt bien fonctionné pour nous.
parce qu'à notre toute petite échelle, on a 140 citoyens qui ont participé à ce rendez-vous. Et notamment, chose à noter, et ce sera, j'imagine, dans le débat par la suite, les élus et les futurs élus, les élus qui se sont donc fait élire aux élections municipales de 2020 qui ont suivi. Donc c'était un format de table ronde qui a très bien fonctionné sur plein de thématiques allant de la mobilité jusqu'à la production alimentaire locale et éthique. Donc ça nous a mis le pied à l'étrier. Et par la suite, on s'est transformé en collectif citoyen, éco-citoyen d'ailleurs, dans un premier temps, de Montreuil et environ. Et on a organisé des choses sur notre territoire avec nos petits bras musclés, avec peu d'expérience. On a organisé des ramassages de déchets, un groupe de troc et don, des actions nature, des plantations, des disco-soupes, etc. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est la suite qui nous intéresse. C'est la deuxième partie de la vie de ce collectif. Nous avons transformé les choses. On a transformé aussi le nom de notre collectif. On a enlevé éco, avec beaucoup de regrets pour certains. Mais en fait, on souhaitait par la suite pouvoir appréhender plus de thématiques sur notre territoire. On s'est rendu compte qu'on était suivi par des aficionados, mais qu'on avait du mal à mobiliser du monde autour de nous. Et au fur et à mesure, notre intention, elle a changé. Notre intention aujourd'hui, elle est plutôt de créer des échanges et du débat concernant les grandes thématiques qui traversent notre territoire. Et en ce sens, on a supprimé le mot éco pour pouvoir s'atteler plus largement aux thématiques citoyennes, sociales, économiques, politiques, toujours écologiques aussi, bien sûr, sur notre territoire. Et puis, il y avait une volonté aussi pour nous d'aller tendre la main à des personnes sur le territoire qui étaient peu enclins, en fait, à partager des valeurs et à partager des moments avec un collectif éco-citoyen. Donc, c'était aussi une décision stratégique de notre part. Donc, on a bifurqué comme ça en 2023 ou en 2024 pour avoir un champ d'action en fait plus large et toucher plus de monde. À partir de ce moment-là, les actualités nous ont rattrapés et nous, dans le Pas-de-Calais, comme dans d'autres régions, hein, on a été énormément touchés par les inondations en 2023-2024, sur l'hiver 2023-2024. Et donc, du coup, c'est presque tout naturellement et malheureusement que notre collectif qui souhaite faire du débat, de l'échange et de la rencontre autour des thématiques de notre territoire s'est emparé de la thématique inondation. Parce que ça a touché énormément de monde. Enfin voilà, je pense que vous avez suivi l'actualité de ces moments-là. Beaucoup de personnes sinistrées, des tensions énormes sur le territoire, des tensions politiques, des tensions entre les citoyens, des tensions avec les agriculteurs. Voilà, qui sur notre territoire, on est sur la grande exploitation intensive. Donc c'est l'un des facteurs aggravants des inondations chez nous. Et donc nous, on s'est dit, on va prendre une posture de recul et on va essayer de mettre en place des moments, des lieux et des moments qui vont permettre à tout à chacun de se retrouver autour d'une table pour pouvoir déjà discuter, même si on n'est pas d'accord, puisqu'on trouve que c'est ça qui fait démocratie et qui nous manque énormément sur notre territoire. Et donc on a créé en avril 2024 l'événement Inondation, on l'a appelé comme ça, donc un forum hein, ouvert de table ronde afin de mettre les gens autour de la table et notamment les élus. Sur ce deuxième moment majeur pour notre collectif, nous avons eu assez peu d'élus, on peut dire même que ça a été un échec de ce côté-là. On n'a pas réussi à les mobiliser, alors il y a plein de rouages qui peuvent l'expliquer, je ne vais pas rentrer dans les détails. On a le député local, Monsieur Fay, qui est passé 20 minutes, et puis on a une élue au département qui est restée tout le long du forum. Mais sinon, les maires locaux qui avaient les oreilles qui sifflaient à ce moment-là ne se sont pas engagés, n'ont pas osé venir face aux citoyens, même si on avait créé une capsule de sécurité, on va le dire comme ça, pour les uns et pour les autres, une safe place afin que chacun puisse échanger. Et donc cet événement, il est majeur pour nous. On a réussi à mobiliser 80 personnes à ce moment-là, à animer des temps importants pour les gens parce qu'on a libéré la parole.
mais on a vu l'intelligence collective, on a vu, grâce aux outils de démocratie participative, on a vu émerger sur le temps d'une journée énormément de réponses. Et nous, ça nous a construit aussi, ça nous a nourris, ce qui fait que maintenant, c'est ce qu'on essaye de pratiquer. On a trouvé notre utilité, en fait, finalement, sur le territoire en tant que animateur, facilitateur, en fait, du lien, même si pour l'instant, on part de très, très, très bas et que, évidemment, 80 personnes, entre guillemets, uniquement sur un rendez-vous comme celui-là, bah, c'est pas assez large. On doit développer tout ça. Mais en tout cas, pour nous, c'était un deuxième pied vers notre construction et un nouvel ADN pour notre collectif. Et puis enfin, je vais terminer avec cet événement-là, puisque c'est principalement cet événement-là pour lequel on a été invité, j'ai été invité à discuter avec vous. Dernièrement, Julien y était, on a créé une semaine de la citoyenneté, dans les environs de Montreuil-sur-Mer, et notamment avec des partenaires à nous, des potes, un tiers-lieu qui s'appelle La Plume à Loup. Donc nous, on n'a pas de lieu physique pour ce collectif, mais on se fait inviter par les copains. On a la chance d'avoir un territoire très rural, certes, mais quand même assez fourni en tiers-lieu, en lieu participatif. Et puis, on a réussi aussi à se faire prêter des salles par la ville et puis par la communauté d'agglomération. Donc on commence aussi à faire notre chemin vers euh, les entités officielles de notre territoire qui commencent à nous voir d'un œil plutôt positif. Et d'ailleurs, le député dont je parlais tout à l'heure, Monsieur Fay, est ouvert à la discussion et à l'échange. Et bientôt, on a un rendez-vous avec lui pour faire plus de démocratie participative sur le territoire. C'est ça l'enjeu. Et donc, cette semaine de la citoyenneté, eh bien, on a créé donc la thématique qui rejoignait celle de Pablo Servigne qui passait aussi sur notre territoire, c'était l'entraide en temps de crise, et notamment par rapport à la crise des inondations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, on a créé des ateliers, des débats, des conférences. On avait mis en lien, bien sûr, les différentes conférences qui avaient pu être faites dans notre territoire, notamment celle de Pablo. Et ça a été une belle réussite dans le sens où nos ateliers étaient pleins, mais encore une fois, au niveau des élus, au niveau de personnes qu'on aurait voulu toucher, qu'on ne touche pas d'habitude, eh bien, cet événement a atteint ses limites. Donc, on réfléchit à savoir comment cette semaine de la citoyenneté qu'on va relancer l'année prochaine pourrait toucher un plus large public. Voilà. Et voilà, pour terminer, donc, on essaie de construire des événements toujours dans la convivialité et la rencontre. On s'est rendu compte que des fêtes de village dans notre territoire pouvaient très très bien fonctionner et réunir des gens vraiment différents. Et c'est ce vers quoi on irait potentiellement pour les prochaines éditions, histoire de rassembler du monde, même si, un petit peu comme pour le côté éco-citoyen de notre collectif, on est obligé, entre guillemets, de renier quelques valeurs ou d'aller vers des personnes avec qui habituellement on n'a pas forcément d'acquaintance, mais on pense que c'est comme ça qu'on rendra notre territoire plus résilient. Voilà pour ma partie. Bien, merci Cyril, c'était très intéressant. Julien, dans le chat, pardon, a partagé différents liens pour justement suivre ce que vous faites. Le site, voilà, votre page Facebook. Et puis, bah, alors, longue vie au collectif, en espérant, voilà, vous êtes les bienvenus ici pour qu'on discute et qu'on essaye de faire évoluer justement tous ces formats qu'on propose, voilà, pour s'entraider. Aussi, en tant que personne qui proposons quelque chose, on a tous besoin les uns les unes des autres. Merci de ton témoignage, Cyril. On a la chance d'avoir avec nous Yann Marshall. Yann, bonsoir. Yann qui a plusieurs Bonsoir. casquettes ce soir et je vais te laisser la parole. Voilà, si tu peux nous présenter, alors tu es aussi à RFF Labs, mais tu es également à Cycle 2, donc je te laisse te présenter et voilà, tu as 10 minutes, c'est à toi. Alors, on va essayer de faire court. Donc, bonjour, moi c'est Yann Marchal. Donc, j'habite dans le centre de la France, dans un petit village près de Montoire-sur-le-Loir. C'est un village un peu connu pour des faits dramatiques. Donc, je suis aussi, j'ai créé en 2020 le mouvement des Makers contre le Covid.
donc à fédérer tout ce qui est les fabricants numériques, on va dire, autour de trouver des solutions au premier jour du confinement alors qu'il n'y avait plus rien. Ça s'est traduit finalement par la fabrication en masse de visières anti-projection et non pas de protection. On a eu quelques déboires avec nos ministères qui ont essayé de faire un peu de pression. Donc voilà. Aujourd'hui, donc je suis toujours porteur de projet donc d'un tiers-lieu qui allie à la fois une recyclerie et un Fab Lab. Donc pour en fait arriver à développer à la fois la créativité, le sens on va dire écologique, c'est-à-dire que le Fab Lab en fait va chercher à se nourrir en matières premières dans la recyclerie. On va pas fabriquer pour fabriquer, on va essayer de fabriquer pour recycler en fait. Donc voilà, et donc je suis aussi donc référent RFF Lab, donc le réseau français des Fab Labs au niveau de la région et coprésident du réseau des tiers-lieux du Centre Val de Loire. Donc très impliqué dans tous ces mouvements citoyens et qui sont tous en recherche un peu de solutions, j'ai envie de dire alternatives aujourd'hui pour le bien vivre ensemble et puis pour aussi essayer d'avoir un impact positif à la fois sur l'environnement et sur l'humain. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Aujourd'hui, ouais, moi, je suis très intéressé justement par tous ces mouvements citoyens qui cherchent se mettre en lien, parce que comme on l'a bien vu pendant la période Covid, pendant notre mobilisation, en fait, plus on est de fous, plus on a d'idées aussi. C'est ça qui est intéressant. Ça permet de confronter quand même les visions. Alors toujours dans la bienveillance, hein, c'est le plus important. Mais la bienveillance, ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord. Et si une personne a une idée, c'est dans une équipe qu'il y a l'idée. Ça, c'est ce qu'on m'a toujours appris dans le monde industriel des bureaux d'études. Voilà, voilà. Que vous dire d'autre? Aujourd'hui, le RFF Lab, mais ça, je vais plutôt laisser Jeanne peut-être en parler, travaille donc sur les communs d'urgence. Donc à savoir recenser un peu tout ce qui peut être justement utile en cas de catastrophe ou de problème à grande échelle. Je pense que j'ai fait le tour de ma présentation pour le coup. Et donc, si tu me permets, Nadège, je vais inviter Jeanne peut-être à apporter plus de précision sur les communs d'urgence. Pas de souci, Yann. Est-ce que Jeanne, tu es prête à prendre la parole pour compléter un petit peu? Merci beaucoup, Yann. Oui, bah, c'était pas prévu, mais bonjour à tous. Merci Yann pour ce passage de parole. Donc peut-être vous dire juste deux mots sur ce qu'on est en train de mettre en place au RFF Labs autour des commandes d'urgence. Donc on est parti du constat que Yann faisait post-mobilisation Covid de ce qui s'est passé au niveau des makers et de l'engouement qu'il y a eu aussi autour de la mobilisation de la société civile derrière ça. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à construire aussi avec la communauté dans d'autres situations de crise et de catastrophe pour embarquer justement les communautés qui fréquentent ces Fab Labs-là. Et on est en train de monter un projet qui part du coup de cette mémoire et qui essaye de construire autour de ça pour se préparer en tant que collectif et les communautés qui fréquentent ces lieux à réagir aux crises et catastrophes et en associant des acteurs plus classiques de l'urgence et des institutions pour légitimer aussi la place des espaces du fer et des tiers-lieux et des espaces collectifs en général dans les réponses aux crises. Dans la grande temporalité de la crise, donc en préparation, en allant discuter aussi avec les institutions dont je parlais pendant la crise et puis aussi derrière dans la reconstruction post-crise psychologique et logistique. Et donc on a plusieurs types de livrables qu'on est en train de mettre en place, dont un jeu qui répond aussi pas mal au jeu de l'entraide, une exposition itinérante, une boîte à outils à destination plutôt des lieux et des makers pour se préparer eux-mêmes et préparer leur communauté. Et puis un colloque scientifique pour prendre un peu de hauteur et discuter un peu de la place de la société civile dans tout ça. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux vous mettre mon mail dans le chat et on peut en rediscuter plus longuement aussi. Merci beaucoup, Jeanne. C'est super. Bravo pour ce que tu fais. Yann, est-ce que tu veux compléter?
Oui, je voulais juste ajouter un petit mot par rapport au tiers-lieux et au Fab Lab. L'objectif avant tout de ces lieux, c'est d'être ce qu'on appelle le dernier kilomètre, d'être plus près justement des citoyens et de pouvoir réagir très vite en cas de crise. Une notion qu'on a définie, qui a été reconnue, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la fabrication distribuée. Voilà, donc c'est quand on parle de fabrication, ça peut être aussi de la documentation. C'est pas forcément des objets utiles, enfin utiles, des objets, des outils. Enfin si, mais une documentation c'est un outil aussi. Enfin voilà, vous m'avez compris. Le tout c'est, je pense que entre les Fab Labs et les tiers-lieux, le plus important c'est d'être au plus proche de la population locale. Merci beaucoup Yann pour ces précisions. C'est pareil, on peut trouver toute la documentation sur Internet, sur les différents réseaux si vous souhaitez vous rapprocher des Fab Labs qui existent un petit peu de partout. Si les communs d'urgence vous intéressent, voilà, on mettra l'ensemble des informations voilà, dans le compte rendu, également dans le chat. Je vais redonner la parole à Thierry si il est dispo pour justement revenir sur alors vous avez évoqué beaucoup de choses, Cyril et Yann et Jeanne également. On a essayé le 17 décembre dernier de faire justement un temps d'intelligence collective pour essayer de définir ensemble ce que c'était qu'un réel. Nous, comme on disait, on est porteur de l'initiative, on souhaite l'animer, mais on ne souhaite pas dire aux autres comment faire, comment réagir, comment voilà. Les collectifs vont se créer d'eux-mêmes avec les personnes qui seront présentes sur les territoires et la couleur de ces réels seront celles qu'ils et elles apporteront. Pourquoi? Parce qu'en fait, qui on est pour dire à des gens dans un territoire comment ils doivent faire? Ça serait assez présomptueux et assez peu bienvenu. Donc, on a essayé de réfléchir ensemble de façon collective et Thierry a fait une sorte de synthèse des choses qui ont été échangées lors de cette réunion. Thierry, si tu veux bien prendre la parole. Oui, pas de souci, puisque c'était prévu. Oui, alors là, on a eu effectivement deux témoignages hein, qui étaient très intéressants. Euh, donc, ces des témoignages, et comme on est en train de parler des réels, la question, effectivement, c'est comment ces témoignages-là s'inscrivent bien dans ce format qu'on essaye de définir des réels. Alors là, ça a tourné beaucoup autour de collectifs citoyens, de démarches citoyennes, etc. Mais on voit bien que il y a à travers cette appellation des réels une certaine diversité. Et c'était ça qu'on avait essayé de problématiser un petit peu lors de notre précédente rencontre. Hein. On avait fait des ateliers avec des petits groupes de 5-6 personnes et on avait 3 questions. Alors, je vais rappeler les questions. Hein. En fait, on a une première question. Alors, peut-être qu'il y avait trop de questions, mais comme on était en train de défricher, on avait ces questions-là qui nous brûlaient un peu et donc on les a posées. La première question, bah, c'était tout bête, hein, c'était comment concevoir un réel, qu'est-ce que cette appellation évoque pour nous. Et une deuxième question qui était, bah, effectivement, puisqu'on parle de réseaux locaux, la question c'était là où on est, est-ce qu'on connaît effectivement des structures, des associations, des mouvements, des pratiques qui pourraient être ou qui sont des supports pour ces réels et en quoi euh, ces, ces- ces structures sont effectivement des supports. Et puis, on avait une troisième question, parce qu'on a bien vu dans le témoignage de Cyril en particulier, que parfois, bah, effectivement, on est porteur de valeurs,
que ces valeurs-là, elles ne sont pas forcément complètement toujours partagées. Et donc, on avait une question sur c'est quoi les valeurs clés, supports pour faire fonctionner des réels au quotidien, mais aussi en même temps, quelles sont les difficultés principales qui pourraient rendre ces démarches-là compliquées, vraiment aussi développé qu'on l'aimerait. Et le témoignage de Cyril montrait que ce n'était pas toujours évident de mobiliser. Et donc, on a cette question-là qui n'est pas, forcément résolue. Et je pense que c'est à y réfléchir ensemble qu'on pourra essayer de trouver des chemins. Hein. Alors, du coup, comme il y a eu de mémoire, six groupes qui ont été formés. Donc, à la fin de la réunion, effectivement, on avait demandé à chacun des groupes d'identifier quelqu'un qui pourrait exprimer ce qui avait été produit, réfléchi dans chacun des groupes. Certains ont fait une petite note sur laquelle je me suis appuyé, mais comme c'est en replay, j'ai réécouté le replay et j'ai effectué une synthèse à partir des comptes rendus qui ont été faits. Alors, par rapport à la première question, hein, qui était c'est quoi un réel, en gros, hein, si je résume, hein, il y a une première chose qui est ressortie assez clairement, c'était que, en fait, le réel, l'entraide, hein, en fait, c'est déjà une réalité existante. Hein. C'est pas parce qu'on appelle ça réel que, effectivement, c'est quelque chose de nouveau. L'entraide, elle existe. Et elle ne revêt pas forcément une forme unique. Bon, parfois elle est formalisée, mais le plus souvent c'est plutôt informel. Et dans les catastrophes, c'est plutôt informel, même s'il y a des structures qui interviennent. A été noté aussi le fait que c'était souvent déjà quelque chose qui fonctionnait, qui faisait partie de la culture rurale et que ça fonctionnait à bas bruit, de manière un peu informelle. Et que c'était stimulé aussi par le fait que en milieu rural, pas que, mais en milieu rural, il y a aussi des situations sociales de précarisation qui sont assez importantes. Moi, par exemple, je vis sur un territoire rural, du côté au cœur des Côtes d'Armor. Et pour la Bretagne, en tout cas, le pays de Guingamp, par où j'habite, c'est là où il y a le taux de RSA le plus important, quoi, du département et de la Bretagne, je crois. Bon. Une autre remarque importante qui a été faite, c'était que en fait, l'entraide, c'est pas un truc extraordinaire au sens il faut aller activer ça de façon complètement artificielle. En fait, c'est une composante naturelle de notre espèce humaine. Enfin, ça, c'est tous les travaux de Pablo, mais en fait, tout le monde était d'accord par rapport à ça. Et qu'elle s'exprimait en particulier lors des catastrophes, ça on le voit bien. Mais en dehors de nécessité, il y avait le témoignage aussi que il faut peut-être avoir l'énergie, la force, l'élan d'aller voir ses voisins, de ne pas hésiter à demander de l'aide ou la poser pour initier des relations d'échange réguliers. C'est ce que Pablo appelle la voisinalité. Hein. Bon. Et donc, c'est un peu une restauration aussi de pratiques traditionnelles ou ancestrales. L'entraide, ce qui a été pointé aussi dans cette définition des réels, c'est que ça se manifeste par des actions qui sont des actions concrètes, souvent, qui correspondent à des besoins primaires, comme se nourrir, se loger, contribuer à des tâches productives collectives, les chantiers participatifs. Mais ça peut aussi s'exprimer à travers du soutien de nature psychologique. Donc on voit bien qu'il y a
derrière le mot entraide, des choses très très différentes. Alors l'entraide, on parlait de catastrophe. Comme on est à adaptation radicale, c'est vrai qu'il y a aussi une thématique autour de tout ça qui revient régulièrement. C'était celle de l'effondrement. Et donc ce couplage que fait Pablo, entre autres, entre entraide et effondrement, c'était présent. Mais en même temps, il y a eu pas mal de remarques qui disaient que on n'a pas forcément besoin de penser l'effondrement pour penser l'entraide. Et donc, ça peut être une dimension plus ordinaire, plus quotidienne. Voilà. Donc ça, c'était effectivement toutes les idées que j'ai essayé de rassembler, de synthétiser, et c'est très riche pour essayer de comprendre c'est quoi cette démarche des réels. Alors la deuxième question portait justement sur l'identification des réels qui peuvent exister sur le territoire. Et là, je dirais la liste est impressionnante, hein. Il y a plein de choses qui sont ressorties, j'en ai noté quelques-unes, hein. Mais si on refaisait un tour de la salle ici, on pourrait rajouter à la liste encore plein de choses, hein. Bon, les deux témoignages là le montrent bien, hein. Bon, parmi les choses qui ont été citées, c'est les CEL, hein, les systèmes d'échange locaux, les carrefours du possible. Il y avait les cellules Solaris, puisqu'il y avait aussi effectivement, je dirais, lors de cette réunion sur les réels, un témoignage sur Solaris. Les plateformes qui existent informatiques, les sites web qui permettent effectivement les échanges. Bon, il y a pas mal de choses. Et puis, on avait invité aussi à une précédente réunion Grégory Poinçonnet qui nous avait présenté cette plateforme Option A qui permet effectivement d'organiser un petit peu les groupes d'entraide locaux. Il y avait aussi des confréries qui peuvent être spirituelles ou religieuses, les monnaies locales, les hypercafés, les ressourceries. On a eu l'exemple effectivement là euh, qui nous a été fait par excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Yann. Yann, Les fêtes de quartier. Yann, excuse-moi. Les, les ressourceries, oui, bon, des fêtes de quartier, des réserves communales de sécurité aussi qui commencent à se mettre en place. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une diversité et ce qui peut être intéressant justement, et je pense qu'il faudra qu'on y vienne, c'est quelle méthodologie se donner pour repérer tout ça et le donner à voir finalement au plus grand nombre, parce qu'effectivement, parfois ces lieux-là sont pas forcément des lieux connus par tous. Et donc, il faut peut-être qu'on trouve des moyens un peu ludiques d'aller arpenter le territoire à la découverte du réel. Derrière cette idée de réel, en fait, je crois, et c'est ce qui a été exprimé tout à l'heure, hein, à chaque fois qu'il y a des témoignages sur des organisations, des structures, des initiatives, on voit bien qu'il y a une dimension un peu d'alternative. C'est comment sortir des modèles dominants du marché, de l'échange marchand, pour retrouver finalement d'autres formes d'échange qui soient plus, je dirais, plus solidaires, quoi. Voilà. Et puis, il y avait là cette troisième question, et je pense que c'est sans doute la plus difficile. On voit bien qu'il y a des valeurs qui sous-tendent un petit peu cette démarche-là, mais derrière ces valeurs, parfois, se présentent un certain nombre de difficultés. Alors, je ne vais pas être très long à cet endroit-là, parce que c'est faut l'approfondir, mais il y a une première chose qui était ressortie, c'est le fait que comment sortir de l'entre-soi? C'est-à-dire, il y a ceux qui, aujourd'hui, ont déjà repéré la nécessité des alternatives, et donc il y a une dimension un peu militante à travers tout ça, mais pour le plus grand nombre qui sont pris, je dirais, dans le quotidien, avec plein de soucis qui peuvent être aussi simplement de la subsistance, hein, de comment vivre. Effectivement, du coup, des fois, ça crée un petit peu des fractures. Tout le monde ne partage pas cette même vision du monde. Et
les structures un peu alternatives ont tendance à constituer un entre-soi et comment en sortir. Ça, c'était une question et il n'y a pas forcément de réponse toute faite par rapport à ça. Mais l'idée derrière, c'était que l'entraide, c'était peut-être un vecteur ou une valeur aussi, hein, qui permettait de transcender un peu les divergences, les différences, et du coup, comment on fait pour se parler au-delà des choses qui font que on peut s'opposer sur nos visions du monde, sur nos opinions, sur nos croyances, par rapport à des idéologies qui peuvent être des idéologies politiques. Voilà. Et donc, ça, c'était la première chose. Et puis, une deuxième chose qui est ressortie et qui est un peu le pendant, hein, d'ailleurs, de ça, c'est le fait que pour arriver à faire vivre et à développer, à donner une dynamique finalement sur un territoire à l'entraide, bien peut-être qu'il faut identifier un certain nombre de compétences euh, qui peuvent être celles de comment on peut développer la convivialité, des capacités de relation, des capacités d'organisation, mais aussi d'animation de réseaux et de groupes. Bon, il y a pas mal de choses qui sont ressorties aussi à travers les capacités relationnelles. C'est aussi comment on arrive à produire de la confiance entre les personnes qui permettent effectivement l'installation de l'entraide. Euh, et puis, effectivement, il y a un grand thème qui est ressorti, et je crois qu'il faudra qu'on en reparle, c'est à la fois une valeur, la disponibilité, euh, parce qu'il faut du temps. S'entraider, ça demande du temps. Et ça nous fait rentrer immédiatement aussi dans les difficultés. Parce que se rendre disponible, c'est pas simple. Je veux dire, quand est-ce qu'on a le temps de participer, je dirais, à des groupes, à des réunions, à des activités, lorsqu'il y a plein de sollicitations, lorsque effectivement, le week-end, faut aller faire les courses. Enfin, il y a plein de choses qui sont à cet endroit-là, et tout le monde ne vit pas forcément au même rythme. Et cette disponibilité, se rendre disponible, c'est un effort. Ça oblige quelque part à sortir de sa zone de confort, et il faut l'avoir très présent à la tête pour effectivement, lorsqu'on fait, je dirais, des événements où tout ça doit pouvoir germer, eh bien, qu'est-ce qui fait que les gens vont venir? Se poser la question, qu'est-ce qui peut me motiver à venir? Et du coup, Cyril le disait tout à l'heure, hein, si on affiche trop certaines thématiques ou certaines valeurs ou certains engagements, effectivement, peut-être que ça peut être butoir. Quand j'écoutais Cyril tout à l'heure, je partageais un peu complètement cette approche, parce que je fais aussi partie depuis 25 ans d'un conseil citoyen qui s'est transformé aussi en forum citoyen. Et on a ces mêmes problématiques, hein, je veux dire, de faire venir du monde sur des choses, etc. Donc, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à des thématiques qui peuvent interpeller les gens dans leur quotidien. Et il me semble qu'une de ces thématiques en particulier, c'est celle de l'alimentation. Bon, il y a plein de choses qui peuvent se nouer autour de ça, et qui sont aussi un ferment de vraisemblablement de l'entraide. Bon, parmi les difficultés, il y a effectivement cette disponibilité, le temps, etc. Voilà. Donc, et puis, effectivement, on parlait tout à l'heure du fait que les valeurs, c'est l'ouverture et donc sortir de l'entre-soi, mais la difficulté, c'est comment on fait pour sortir des réseaux affinitaires. C'est tellement confortable de parler entre soi, d'être d'accord. Comment on fait pour se confronter au désaccord. Voilà. Et l'entraide doit nous permettre effectivement peut-être de dépasser ça. Voilà. Donc, il y aurait encore plein de choses à dire, mais j'ai essayé de résumer. J'espère que je n'ai pas été trop long. Nadège, je te Non, redonne la parole.
Parfait, Thierry, merci beaucoup. On a effectivement ce temps-là qui a été très riche. On remercie celles et ceux qui ont participé. Cette deuxième partie de soirée, après ces côtés un petit peu, voilà, on vous a délivré les témoignages et le retour des soirées précédentes. On souhaiterait maintenant initier un échange avec vous. Donc, on ne va pas repartir en groupe comme on l'a fait la dernière fois. On va le faire en salle complète. Vous pouvez utiliser le chat si vous le souhaitez ou lever la main pour celles et ceux qui savent le faire dans Zoom. C'est assez simple, hein. Vous pouvez utiliser vous allez vers le bas de votre écran et vous utilisez la main pour demander la parole. On a en fait, notre souci de ne pas justement être dans l'entre-soi nous taraude, hein. On essaye d'y réfléchir et on aimerait y réfléchir avec vous. Cette idée de comment en fait trouver des points d'accroche qui ne soient pas trop clivants, comme le disait Cyril, avec les mots écolo, avec tout ça, qui malheureusement sont clivants pour des personnes, en tout cas, qui ne vont pas passer la porte, qui ne vont pas venir si certaines choses sont mises en avant, alors qu'on a beaucoup de fêtes qui sont organisées autour de chez moi où il va y avoir 200, 300 personnes très facilement pour des moments festifs et que des moments festifs, alors qu'en fait, dans ces moments festifs, il se crée beaucoup de liens. Donc, comment faire pour justement susciter cette adhésion qui n'en est pas une, qui est juste, ils viennent pour passer un moment. Donc, c'est un peu stratégique, le mot tu l'as utilisé, Cyril, mais notre but, c'est vraiment de pas être qu'avec des personnes qui sont d'accord avec nous, qui nous ressemblent, parce on stérilise la pensée au bout d'un moment. Elle n'est pas nourrie par des expériences d'autres que nous. Et comme on est très content d'avoir raison, ben souvent on s'arrête à ce qu'on pense. Donc on va vous proposer une question. Alors c'est Thierry qui a eu cette idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est facile pour moi? Est-ce que c'est facile pour nous d'aller demander de l'aide à son voisin, tout simplement? C'est-à-dire quelque chose de tout simple. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Est-ce que je le connais? Enfin, tout ça. Est-ce que vous pensez, pour vous, personnellement, là déjà dans la salle, est-ce que c'est simple pour vous d'aller demander de l'aide à votre voisin? C'est une question bête, mais sincèrement, c'est une vraie question. Ah, Karina qui dit oui, j'adore ça, demander de l'aide à ton Nada, je rajoute juste une petite chose parce que effectivement, lors de notre première réunion, avait Grégory Poinçonnet, que je le disais tout à l'heure, qui était là, qui avait présenté Option A, hein, avec cette idée de pouvoir constituer un peu comme le fait Solaris, hein, sur un territoire restreint, d'arriver à fédérer des personnes donc qui sont dans notre voisinage, hein, pour constituer des groupes d'entraide. Et du coup, il avait produit des fiches un petit peu sur comment aller voir son voisin, etc., pour pouvoir leur proposer de rentrer dans le réseau. Et bon, effectivement, l'idée, elle nous apparaît logique, mais comment on fait? Est-ce que c'est facile d'aller toquer et on dit quoi et pour faire quoi? Enfin, et donc, je pense que comme ça nous apparaît comme une difficulté, enfin, ça, on le voit bien, euh, et que ça a été dit lors de notre dernière réunion, du coup, au-delà de la belle injonction, bah, il faut aller voir ses voisins, on fait comment? Voilà. Merci Thierry. Merci beaucoup. Donc, Donc c'est un peu la option A, c'est question pareil, vous qu'on voulait pouvez partager. regarder. Voilà, vous pouvez regarder, c'est une plateforme qui permet, qui donne un peu aussi une méthodologie pour constituer ces groupes et les entretenir. Cyril. Voilà, réactivé. Oui, je voulais intervenir sur cette question qui me semble primordiale et très très intéressante. Mais pour faire un petit peu poil à gratter, je me pose la question de savoir si les gens
ont véritablement le besoin d'aller frapper à la porte de leurs voisins. Euh, Peut-être qu'on se confronte à cette réalité-là. C'est-à-dire que nous, dans notre conception, j'imagine qu'on partage beaucoup de valeurs et beaucoup de conceptions communes parmi la trentaine, quarantaine de personnes qui sont présentes ce soir. A priori, nous, on a un chemin qui nous amène à nous forcer à créer cette entraide et cette coopération parce qu'on voit des choses, on sent quelque chose, on interprète le monde a priori avec les mêmes valeurs. Mais dans la réalité, le confort est encore là, l'effondrement de certains points, notamment de la biodiversité, est un fait et il s'aggrave, mais l'effondrement de la qualité de notre vie moderne, euh, euh, industrialisée, etc., a priori, elle ne provoque pas encore assez de besoin d'aller tendre la main à l'autre. Donc cette question-là, elle est super intéressante, mais peut-être qu'elle est un petit peu prématurée. Et vous l'avez compris, ce qu'on essaye de créer avec le collectif citoyen, ce qu'on essaie, hein, c'est déjà de créer les bases à cette future rencontre qui, heureusement, malheureusement, à vous d'en juger, nous est promise pour la deuxième partie du 21e siècle. Donc voilà, je voulais poil à gratter un petit peu sur cette question-là parce que finalement, elle me semble peut-être un peu prématurée. Merci beaucoup. Effectivement, est-ce qu'on a besoin d'aller voir le voisin? Mais est-ce qu'au moment où justement on va avoir besoin, est-ce qu'on le connaîtra? Des grandes questions. On a Karine, Yann, Thérèse et Thierry. Karine, à toi. Et ceux qui ont parlé, si vous pouvez baisser la main pour que je puisse suivre. Merci beaucoup. Oui, alors, moi, je voulais parler d'une expérience. C'est pas encore directement relié à l'effondrement, mais euh, tout le monde n'a pas forcément le confort. Peut-être que la majorité des gens sont effectivement de classe moyenne avec des moyens, etc. Mais il faut quand même être très réaliste que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Moi, personnellement, je ne suis pas propriétaire, je suis locataire. La maison où j'étais, dans la ville où j'habite, a été vendue. Il a fait que je trouve un autre logement. J'étais sur une liste d'attente pour un logement social, mais ça prend très longtemps. Et puis j'avais un préavis seulement de un peu plus de 3 mois. Donc finalement, voyant que ça n'avançait pas au niveau de logements sociaux, ni même au de logements temporaires, ben, j'ai fini par mettre un mot sur un réseau qui était lié à un magasin participatif bio. Après, il se trouve que je fais beaucoup de chant au conservatoire de ma ville et je totalement de groupes, enfin, deux ensembles vocaux. Et j'ai aussi mis un message sur un groupe WhatsApp, enfin, sur plusieurs groupes WhatsApp qui sont liés à ces ensembles vocaux. Et finalement, j'ai trouvé par ce biais-là. Bon, alors, c'est vrai que c'est pas encore l'effondrement, mais c'est bien d'avoir déjà développé un certain réseau, même si c'est pas dans le cas de l'effondrement, parce que voilà, ça permet déjà de créer des liens qui serviront sans doute d'ici quelques années. Merci Karine. Et oui, c'est ces liens existants qui t'ont permis de développer un réseau d'entraide qui t'a permis de sortir de cette situation. Ben, c'est chouette. Merci de ton témoignage, Karine. Yann, à toi. Merci. Alors, moi, c'est pareil, je voulais vous livrer une petite expérience. Au sein de ma structure, en fait, on a des personnes d'idées politiques totalement opposées. Donc, quand je dis totalement opposées, c'est-à-dire qu'on couvre tout le cercle, enfin l'hémicycle plutôt français. Et moi, la conclusion que j'en tire, en fait, c'est qu'à travers en fait la diversité des activités qui sont proposées au sein de notre lieu, ça va permettre en fait à des gens de se rencontrer et justement d'aller au-delà de leurs divergences pour créer quelque chose en commun. À partir de ça, il va pouvoir commencer à y avoir un dialogue. Si on se fait confiance sur une machine, on va se faire confiance quand on parle. À partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à avoir un dialogue, j'ai envie de dire construit, qui soit aussi dans l'opposition, mais bienveillante. Et on va pouvoir, alors je dirais pas qu'on va faire basculer complètement les gens,
mais au moins leur ramener un petit peu les pieds sur terre. Je vais vous donner un exemple frappant. Donc, il y a des personnes estampillées Front National chez nous et qui, alors, sans en faire sans en faire du zèle, elles le revendiquent quand même. Et quand j'ai fait une opération avec l'Afrique pour former des jeunes sur la fabrication additive et la fresque du plastique, donc j'ai fait venir 2 personnes d'Abidjan pendant un mois. Et on a été sollicité par donc notre membre pour aller faire une exposition sur une concentration de motards, sur une bénédiction de motards. Donc je voudrais pas stigmatiser, mais je pense que vous imaginez que il y avait un petit décalage culturel, on va dire, entre la majorité des gens qui étaient sur place et puis nous. Et en fait, ça s'est extrêmement bien passé. Il y a eu une seule personne qui a fait une blague vaseuse, une seule, sur toute la journée, et tout le reste des gens étaient agréablement surpris et même aller vers eux pour échanger, même au niveau culturel, etc., etc. Donc, je pense que rien n'est perdu à partir du moment où on arrive à accrocher les gens sur un sujet. Si on arrive à vraiment se lier avec eux sur ce sujet, ensuite on pourra amener d'autres sujets peut-être sur la table et peut-être aussi les amener à réfléchir autrement que à travers nos médias. Merci beaucoup, Yann. C'est très inspirant, effectivement, ne pas s'arrêter aux idées politiques et justement permettre aux gens de vivre des choses en vrai. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ce côté un petit peu. Ça donne du baume au cœur. On a Thérèse, ensuite Thierry, JC et Karina. Alors, Thierry. Est-ce que vous m'entendez? Yes. C'est bon? Merci. Bonsoir à tous et merci Nadège de l'invitation. Ça faisait longtemps que je voulais venir, mais l'agenda n'était pas propice. Moi, je rebondis sur la parole de Yann, que je trouve très inspirante et très importante. C'est-à-dire que moi, bon, juste pour situer, je suis en agglomération Île-de-France, ville à forte densité, ancienne ville communiste, qui depuis a fait tomber pas mal de tours, avec une forte mixité sociale et catégories socioprofessionnelles différentes, mais avec encore une endogamie ethno-raciale qui fait que les gens, quand ils demandent de l'aide, ils le font dans leur communauté. D'accord? Et nous, on travaille aussi avec certains intervenants, pas directement là, mais on réfléchit, pour justement sortir de cette endogamie ethno-raciale pour avoir plus de liens et tisser du lien avec des personnes d'horizons différents, etc., cultures différentes et catégories socio-professionnelles différentes. Et Yann, ce que tu as dit m'a beaucoup inspiré en ce sens où moi, je fais partie d'un mouvement qui est encore confidentiel. Nadège, j'en ai parlé au Festival de la décroissance rapidement, qui va être public très prochainement. Et ce mouvement, en tout cas, il va essayer de nous sortir d'une peur qui est entretenue de l'autre dans nos sociétés, d'accord? Qui fait qu'on a du mal aussi, non pas parce qu'on ne veut pas le faire, mais parfois aller vers l'autre, tout simplement, parce qu'on développe des schémas qui font que y a peut-être un danger. On n'est pas en sécurité, en fait, parfois. En tout cas, je le vis dans les agglomérations de forte densité où je suis. On n'est pas spécialement en sécurité pour aller voir l'autre et pour lui demander de l'aide. Je suis dans une association d'aide aux SDF et aux gens en précarité, où là, je vis ça, justement, totalement différent de ce que je peux voir dans la vie professionnelle ou autre, où j'ai différentes religions, différentes cultures, catégories professionnelles, certes des gens qui partagent malheureusement le point commun d'être dans la précarité, mais qui discutent entre eux et qui arrivent à tisser du lien. Donc il n'y a pas de fatalité pour moi. Le clivage dans lequel on nous entretient de par les discours anxiogènes et autres, c'est ce qui fait qu'on a du mal à tisser du lien. Et donc il faut sortir pour inviter les gens, je dirais d'une certaine manière, dans la joie, à revenir tisser ce lien humain. Et le mouvement dans lequel je suis va travailler en profondeur comment arriver à retisser du lien humain dans nos espaces de vie, ok, pour apprendre à connaître l'autre. Avant même d'aller lui demander quelque chose, qu'est-ce que je peux faire ou quelles sont les conditions qu'on peut créer pour déjà apprendre à connaître l'autre. Quand Yann dit qu'il a invité 2 personnes d'Abidjan, en l'espace de quelques jours, le temps de l'intervention, il y a des liens qui ont été créés, à minima des liens de respect de l'autre pour dire je ne te juge pas sur ton apparence, on vit un moment ensemble et c'est bien comme ça. Donc ça veut dire que c'est possible. Et je pense qu'il faudrait mettre les conditions plus largement en place pour créer ces conditions de tisser du lien humain, faire en sorte qu'on apprenne à se connaître, ok,
et sortir, et c'est ce que veut faire ECHO aussi, c'est sortir d'une reconnaissance de l'individu dans la société par rapport à ses diplômes ou son salaire, mais qu'est-ce que tu es capable, toi, au fond de toi, d'apporter au bien commun, à l'espace commun, qui est l'espace de vivre ensemble? Qu'est-ce que tu peux apporter en étant comptable, ébéniste, jardinier, etc., à cet espace de vivre ensemble pour qu'on apprenne à connaître, pour que tu nous partages aussi ce que tu sais faire et qu'on discute et qu'on enlève toutes ces différences qu'on entretient pour nous mettre dans des cases et rendre encore plus difficile les ponts entre les cases. Donc, c'est pour moi ce travail de fond qu'il faut faire, recréer la cohésion sociale, re-signer un contrat social avec tous les acteurs que j'ai rencontrés, même au Festival de la décroissance, qui travaillent comme Thierry depuis des années, voire 25 ans, je crois que tu as dit Thierry, qui travaillent, qui font un travail de fond qui n'est pas spécialement reconnu comme valeur essentielle à une société durable. Il y a beaucoup d'acteurs, j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait transiscope.org, qui est une superbe map de tous les acteurs voilà, qui sont investis dans la transition écologique ou autre. Et comment arriver à fédérer tout ça, des gens qui travaillent, qui sont plus sachants que moi, qui suis plutôt voilà, agglomération parisienne, pour contribuer vraiment à ce qu'on prenne soin de cet espace commun qui est notre espace de vivre ensemble. Et donc pour nous, c'est voilà, créer du lien, réalimenter et repromouvoir les débats citoyens. Et quand je dis débat, ce n'est pas des phares d'empoigne ou des basses-cours, hein. C'est vraiment des débats citoyens sur des thématiques qui nous relient pour recréer ce lien. Et c'est ce qu'on va contribuer à faire. En tout cas, c'est ce que moi je souhaite contribuer à faire avec mes amis, c'est de mettre dans des... Alors pour l'instant, c'est une vision un peu locale, mais qui veut s'étendre, et je pourrais vous en dire plus si vous le souhaitez. C'est comment arriver à créer ces espaces d'échange et de débat, un peu comme à l'époque, une certaine, ou les cafés philo ou autres, pour discuter de vrais sujets, et in fine, pour terminer, se réapproprier en tant que citoyennes et citoyens notre souveraineté et notre capacité d'action dans notre espace de vie. Hein, puisque tout ce qui se passe à des niveaux stratosphériques, on n'en est pas maître, ça ne dépend pas de nous, mais je pense qu'on peut reprendre une certaine maîtrise ensemble, collectivement, en faisant corps de notre espace de vie. Merci beaucoup de ce partage vraiment très riche. Bravo pour ce que tu portes, ce que tu fais. Et ravie de pouvoir à nouveau échanger avec toi. C'est très ça a évolué, oui. ça grandit. C'est super. Alors, je vais passer la parole à Thérèse. Thérèse? Oui, surtout qu'après je vais devoir partir. C'est juste pour dire que c'est à la fois une richesse de pouvoir demander de l'aide à d'autres. C'est pas toujours facile. Moi, je suis dans un habitat participatif et pour le moment, on est 3 femmes. En fait, on met en place, par exemple, je sais pas, des SH. Donc les gens viennent et bon alors il faut faire quoi? Bon, en fait, c'est pas facile. Ce qui est pas facile, c'est que moi, je sais pas toujours donner les informations claires parce que moi-même, je l'ai jamais fait. Donc j'apprends en même temps. Donc les personnes qui arrivent, qui voudraient ça, qui veulent bien aider en disant bon, je fais quoi? Ben, on a ça comme idée. Tu vois ça comment on le fait? Ah bon? Ou alors une amie qui me dit bah, écoute, tu m'as mis la experte en carrelage. Ça fait 25 ans que j'en ai pas fait. Ben, ça tombe bien, moi j'en ai jamais fait. Donc on va faire ensemble. Donc je trouve que demander de l'aide, ça supposerait qu'on soit expert avant pour dire à l'autre bah tiens j'ai besoin d'aide, faut faire ça. Mais en plus j'ai besoin d'aide pour savoir comment faire. Mais bon. C'est toujours avec un peu de flou, mais bon, c'est quand même intéressant, mais c'est pas facile. Et on se dit bon, alors il faut qu'on regarde un tuto. Trouver des experts dans des domaines comme ça où nous-mêmes on découvre. En fait, on ne sait même pas trop où les trouver, on ne sait pas trop comment faire, mais on apprend en faisant. Et je trouve que c'est une des limites pour demander de l'aide, c'est que moi je veux pas qu'il y ait trop de monde parce que je saurais pas. Enfin, faut que je sois avec pour apprendre. Donc c'est plutôt 2-3 à la fois personnes maxi pour qu'on puisse gérer ça, parce qu'en fait de l'aide on a besoin de beaucoup d'aide sur un projet comme ça où on met des choses en route, mais on a juste nos petites mains pour le faire. Alors nous on est que 3 donc on n'est pas beaucoup et on n'est pas toujours 3 en même temps, on est 1 ou 2. Et donc l'aide qui arrive, ça peut pas être non plus beaucoup plus que 1 ou 2. C'est-à-dire qu'il faut qu'on gère avec quoi. Donc moi ça c'est une de mes limites. On crée des journées de chantier. Là on essaye de mettre un dimanche par mois. Mais voilà, une de mes limites c'est de me dire moi-même je sais rien faire. Enfin j'ai tout à apprendre dans le domaine des haies, des entrées, des escaliers à faire pour rentrer chez nous. Tout ce que l'on met en place, c'est voilà. Moi-même, je demande de l'aide à quelqu'un à qui je peux pas dire comment faire. Voilà.
Donc, mais c'est intéressant. Je trouve que demander de l'aide, c'est une façon d'aller voir d'autres personnes et de se reconnaître vulnérable, limité, pas très capable. Voilà, donc de reconnaître toutes ses limites, c'est son humilité totale. Mais voilà, on passe des bons moments. Et puis je peux témoigner aussi que j'ai demandé pas mal d'aide financière cette année, pour moi personnellement, à des tas de gens. Certains m'ont dit oui, certains m'ont dit qu'ils pouvaient pas. Certains m'ont pas répondu, mais donc d'apprendre à demander tout en ayant conscience que les gens peuvent dire oui, peuvent dire non, peuvent dire peut-être, peuvent ne pas répondre, et que tout ça c'est ok, et que ça m'a permis de réaliser ce projet que j'aurais pas pu faire toute seule. Merci Thérèse, c'est très instructif. Merci de ce partage. Effectivement, alors dans un habitat participatif, j'avais pas pensé à ça. Effectivement, demander de l'aide, c'est aussi savoir quoi demander. C'est très très intéressant. Merci beaucoup. Jean-Christophe, à toi. Oui, bonsoir à toutes et tous. Merci Nadège. Moi, je voulais rebondir peut-être sur l'avis qu'a partagé Cyril tout à l'heure. C'est mon point de vue, évidemment, mais je pense qu'au niveau stratégique, si tant est qu'on puisse parler de stratégie, il y a peut-être deux tactiques à mener en parallèle, parce que ce que j'essaye de faire moi dans un cadre biorégional sur le centre-Bretagne, c'est quand même dans un premier temps de bien connaître l'ensemble des personnes qui pensent comme moi. Et c'est pas toujours évident. Et ces personnes-là, même si elles pensent pareil, ne se connaissent pas toutes, ne se côtoient pas toujours aussi régulièrement que ce que l'on pourrait penser. Et je pense que c'est même peut-être plus difficile dans la ruralité que en ville. Or, nous sommes sur un territoire extrêmement alternatif et engagé en Centre-Bretagne. Je commence à tisser ma toile, enfin je commence, ça fait 3 ans maintenant que je le fais, mais je vois à quel point les réseaux restent encore cantonnés dans certains villages et qu'il y a énormément d'interconnexions à faire. Voilà. Donc de toute façon, on en a déjà discuté, on en rediscutera puisqu'on a un projet d'événement commun. Mais peut-être qu'il serait possible, mais c'est un point de vue que je souhaite voilà, partager avec vous, d'avoir deux démarches en parallèle, l'une qui serait déjà d'interconnecter toutes celles et tous ceux qui sont engagés dans ces recycleries, dans ces cafés associatifs, dans ces épiceries solidaires, ces écolieux, ces tiers-lieux, ces monnaies locales, et dans un second temps, enfin, ou en parallèle plutôt, pardon, avoir via les réels peut-être une approche qui soit plus ouverte sur l'altérité, parce que comment dire, pour leur transmettre ou pour partager sur des sujets qui nous sont chers. Et notamment, bah, je trouve ça, en même temps, je comprends tout à fait la tactique de Cyril, mais en même temps, je trouve ça triste de devoir gommer le mot éco. Mais je le comprends, il n'y a pas de souci. Je me dis que on sera peut-être plus fort à plusieurs en étant déjà interconnectés entre nous et d'avoir réfléchi ensemble à une tactique la plus pertinente pour, dans un second temps, aller à leur rencontre et effectivement essayer de nouer le dialogue. Voilà. Donc je pense que les deux peuvent peut-être mener de front sans tout de suite faire peur aux plus éloignés. Voilà, donc c'est juste une idée comme ça que je pose là. Mais en tout cas, je pense que je doute de la faisabilité aisée d'aborder ces sujets, y compris via des événements conviviaux. Je pense que voilà, il y a peut-être à réfléchir à des tactiques. Voilà, enfin, c'est ce que moi j'éprouve comme sentiment. Et en tout cas, ma priorité à moi, c'est déjà de faire système avec toutes celles et ceux qui sont engagés, éveillés à nos considérations. Merci Jean-Christophe. On peut suivre l'archipel du vivant. On a une histoire commune maintenant qui se tisse. Voilà, je crois que Thierry a mis le lien dans le chat. Merci. Karina, ensuite Thierry, ensuite Cyril. Karina, bonsoir. Vraiment ravie de te revoir. On s'était croisés à Paris, me semble-t-il. C'est à toi. Ton micro, hop,
Il faut que tu le réactives. Pardon, ok. Bonsoir, pardon. Super, super, cool. Alors, bonsoir tout le monde, merci pour, tous ces merveilleux partages. Alors, pardon, mais, moi je vais mettre les pieds dans le plat. J'habite, Levallois-Perret, donc voilà, Balkany, tout ça. Voilà, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je vais mettre les pieds dans le plat, donc partons d'avance. L'idée c'est qu'il y a un truc qui est sympa pour aller demander de l'aide. Bon, il se trouve que j'adore ça. Donc voilà, c'est comme ça, il se trouve que j'adore ça. Mais la vie m'a fait que finalement je suis obligée de demander de l'aide et même si j'ai pas envie, je suis obligée parce que je suis devenue handicapée et quand tu es handicapé et ben, tu es obligé de demander de l'aide parce que tu y arrives pas tout seul. Bon voilà, donc concrètement, je suis en fauteuil roulant et là, franchement, je me caresse pas la barbiche en me demandant: «Tiens, est-ce que je vais aller demander ou est-ce que je vais pas aller demander?» quoi. Tu es coincé, tu veux ouvrir la porte et tu y arrives pas. Donc l'idée, c'est que obligatoirement tu demandes. Bon, j'aime ça, donc c'est super, mais voilà, donc je vais pas vous proposer de devenir tous handicapés. Je pense que c'est pas une super idée. Voilà, mais en vrai, tu as plus besoin de te caresser en te disant: «Tiens, je vais y aller ou pas». Donc voilà, voilà, ça permet de passer au step d'au-dessus. Voilà et sinon, pour illustrer encore plus mon propos, qui me semble déjà pas mal bien illustré, c'est que dans ma ville, de bobo riche et même, pas bobo et ben, j'ai fait partie de Levallois en transition. Oui, oui, c'est possible, messieurs, mesdames. Levallois en transition et ils ont eu la bonne idée de se dire: «Tiens, si on faisait une disco soupe?» Bon, quand j'ai entendu ça, j'ai failli tomber de mon fauteuil, hein et il se trouve que et ben, moi, comme, je suis une handicapée, mais une handicapée curieuse, j'avais déjà fait 4-5, disco soup, dans la région parisienne. Donc ils se sont dit: «Bah, tiens Karina, si tu devenais la directrice de la disco soup?» et ben, évidemment que j'ai dit: «Bah, écoutez, j'en ai jamais organisé, mais pourquoi pas?» évidemment, c'est super sympa et donc il y avait pas, je sais pas, j'ai 10 ans d'expérience en disco soup ou pas. Ça a été: «Bon, OK les mecs, OK les nanas, j'y vais» et puis, yallah et on a fait la disco soup, à 30-40, énergumènes, de Levallois-Perret, hein, dans les jardins des mairies de Levallois, donc vous m'entendez bien et on a fait le machin, la disco soup, chez les riches où tout le monde était invité, les riches, les jeunes, les vieux, les jeunes, les gros, les moches, les petits, les minces, les beaux, les tout et c'était j'ai envie de vous dire, vous pouvez me croire sur parole si vous voulez, c'était extraordinaire et après tout le monde est venu me remercier en me disant: «Bravo, bravo, bravo». J'ai dit: «OK, super, on est content» et voilà, donc il y avait pas: «Vas-y, est-ce que je sais? Est-ce que je sais pas? Est-ce que je parle la langue ou pas?» ou je sais pas quoi. Bon bref, donc on y est allé quoi. Donc c'est juste pour vous dire que quand on n'a pas le choix et ben, on y va et avec un peu de chance, ça marche et voire beaucoup de chance et en tout cas, voilà et ce matin, j'ai encore demandé à mon voisin pour me descendre, parce qu'il se trouve que j'ai une bonne idée, je suis en fauteuil roulant au 5e étage. Donc j'ai besoin d'aide pour descendre, au 0 et choper mon taxi. Donc bah, mon voisin, il m'a dit: «Oui, oui, bien sûr Karina, je t'aide à descendre». Donc c'est possible et alors oui, l'autre truc, pardon, je veux pas prendre trop de temps, mais quand même, le truc, c'est que moi, j'avais l'impression que les Parisiens, c'était des vrais connards dans le métro. Donc voilà, je me disais: «Ils sont pas sympas les gens dans le métro, qu'est-ce qu'ils sont pas sympas? Mais comment c'est possible?» Alors hop, je deviens handicapée. Bon, et alors avant d'être en chaise roulante, vous pensez bien qu'il y a tout un process parce qu'avant j'étais beau comme vous, hein, sur mes 2 pattes et tout et au fur et à mesure tu descends. Donc tu as une canne, après tu en as 2, après tu es, bon, voilà et donc au départ, je prenais encore le métro avec ma canne et tout et je me disais: «Mais les connards, ils vont jamais me laisser leur place et tout, même si j'ai pas 75 ans, mais quand même quoi et ils vont pas me laisser» et finalement, et ben, écoutez, j'ai découvert que dans le métro, les Parisiens pouvaient être adorables si on leur demandait gentiment et même tu avais même plus besoin de demander, ils me laissaient leur place. J'ai dit: «Waouh, c'est possible même à Paname!» Waouh! Donc voilà, c'était juste pour vous donner un peu confiance et vous dire que malgré tout, même si on n'y croit pas, c'est possible et on n'est pas tous des connards à Paris. La preuve et il n'y a pas que moi qui habite Paris, vous le savez bien. Donc voilà quoi. C'est tout. J'avais envie de vous dire que oui, c'est possible et même des fois ça se passe vachement bien
et on se fait des copains inattendus de ouf, quoi. Voilà. Bon, j'ai pas demandé les 06 à tout le monde, mais franchement, avec un peu, j'aurais pu, quoi. Tellement c'était trop adorable, quoi. Les vieux, les jeunes, les gros, les petits, les moches, les verts, les rouges, les jaunes, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Voilà, c'était tout. Voilà, j'ai dit merci. Merci Karina, tu es un vrai rayon de soleil et pour t'avoir rencontré en vrai, tu fais pas semblant et c'est génial. Merci à toi. Toi aussi. Au plaisir en tout cas. Thierry, Cyril et à nouveau Thierry, mais pas le même. Donc Thierry Raffin, à toi. Merci Nadège et puis merci Karina pour ton témoignage aussi. C'est vrai, on approche là, on est dans les 10 dernières minutes en principe hein, de notre réunion. Juste un petit témoignage rapide et peut-être une réponse en passant à Thérèse par rapport au fait que parfois demander de l'aide, quoi demander, etc. C'est pas si simple. Mais Lorenzo a mis tout à l'heure Transiscope en lien. Je crois qu'à un moment donné, lorsqu'on a un besoin d'aide, c'est peut-être aussi de regarder sur notre territoire les structures qui peuvent effectivement nous apporter cette aide-là. Alors, bien sûr, ça va nécessiter de faire la démarche d'aller vers la structure, de s'y investir peut-être un petit peu. C'est toute la problématique, je dirais, de la disponibilité, du temps qu'on engage ou qu'on investit finalement pour aller avec d'autres participer à des réunions ou à des rencontres. Je dis ça parce que j'ai aussi l'expérience des cellules Solaris. Et effectivement, on voit bien des gens qui parfois viennent un peu par opportunisme pour des aides, on apporte d'aide, ça se fait. Mais lorsque ce n'est que ça, on s'aperçoit que ça peut pas fonctionner, quoi. Il faut qu'il y ait véritablement de l'échange, que ça tourne, que des gens soient présents, participent, etc. Et moi, l'expérience que j'ai, par exemple, des cellules Solaris, pour y avoir participé à plusieurs, hein, puisque j'en ai été un peu l'initiateur aussi dans les Côtes d'Armor, c'est de voir que globalement, les cellules aujourd'hui il n'y a plus de rencontres programmées. Ça existe dans certains endroits, mais en fait, pendant 2 ou 3 ans, il y a des réseaux qui se sont constitués, des liens, les gens se connaissent et l'on fonctionne par derrière, quoi. Et du coup, c'est effectivement comment on rentre dans un réseau qui s'est dissous, je dirais, quelque part dans le réel. C'est une des difficultés. Donc ça, c'est juste un témoignage et juste un autre témoignage par rapport au fait de créer un événement. J'évoquais tout à l'heure le fait que je faisais partie aussi d'un forum citoyen et qu'on allait engager une action autour de l'alimentation. Une des idées qu'on a, c'est commune par commune, c'est des petits villages, hein, c'est des villages qui font 500 habitants, 1000 personnes, les plus gros font 3000 quoi, sur notre territoire. C'est de proposer des banquets citoyens. Alors, je ne sais pas si le mot citoyen est le bon, je me pose la question. Et pourtant, on y vient. Mais l'idée, c'est effectivement de venir à un repas sous forme un petit peu, je dirais, où chacun apporte à manger, mais l'idée, c'est aussi de préparer à manger ensemble avec des produits locaux. Et donc, c'est d'initier finalement un temps de convivialité, puisque l'alimentation, ça rassemble des gens de différents horizons. Et du coup, derrière, peut-être qu'il y a des choses qui vont se nouer
Et c'est comme ça qu'on peut apporter finalement ou amener la problématique de l'entraide, mais pas de façon théorique, c'est simplement à l'occasion de conversations, d'expressions de besoins, de choses qui se font ici, auxquelles on peut participer. Et c'est cette idée-là d'inscrire dans le quotidien, dans le réel, effectivement, une problématique qui est un peu théorique. Voilà, j'ai dit. Merci beaucoup Thierry pour ce partage. Cyril, et ensuite Thierry, puis après on se quittera doucement. Cyril? Oui, 2 points pour terminer, parce que j'ai déjà pris beaucoup la parole et puis on arrive à la fin. Un sur le fond et un sur la forme. Sur le fond, je crois qu'on est assez d'accord sur le fait que ça dépendra de nos territoires et de toutes ces spécificités. Merci JC pour ton intervention. Effectivement, on n'est pas uniquement sur une patte, il en faut 2, 3, 4 ou 5. Mobiliser notre réseau, être plus fort ensemble, tout en continuant à aller tendre la main et à construire des structures. C'est ce qu'on va essayer de faire au collectif. Et notamment, même si on a assez peu d'acquaintances, par exemple, avec le député local qui est de droite extrême et vers qui on va aller parce que ça nous semble intéressant de poser cette béquille-là et elle sera de toute façon nécessaire. Donc sans rentrer dans les détails, ça c'était pour le fond. Pour la forme, merci beaucoup pour ces échanges très intéressants. Et là, il y a une chose qui me vient, c'est cette envie de pouvoir continuer à échanger comme ça de façon qualitative avec des gens au loin et au près sur différents territoires. Et c'est, je crois, ce que pourrait nous apporter le réseau des tempêtes. Donc, je suis très fan de cette idée et je remercie Nadège et je remercie tout le monde de lancer cette énergie qui pourrait aller vers cet échange et vers ces résolutions pour chacun d'entre nous sur nos différents territoires. Merci beaucoup. Merci beaucoup Cyril. Thierry, et puis en fait, après on partira. Ok, merci. Je voulais juste rebondir sur le super partage de Karine par rapport au handicap. Et ce qui me fait dire que justement, elle a constaté que les Parisiens n'étaient pas si malveillants que ça. Oui, hein. C'est l'idée aussi qu'il faut, enfin, on essaye de contribuer, nous en tout cas, et j'invite à lutter contre les biais, les stéréotypes, les croyances limitantes, certains archétypes qui nous enferment, qui sont bien ancrés dans nos inconscients et qui nous parfois font avoir des a priori sur l'autre, ok? Et reconstruire, en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire dans notre association par la dimension audiovisuelle avec une série de fiction, mais recréer un nouveau récit, réécrire une histoire ensemble. Donc avec tous les acteurs que je vois autour de cette table, mais que j'ai rencontrés par ailleurs et qui sont phénoménaux, qui travaillent sans relâche depuis des années pour faire avancer les choses, et ce côté fédérateur, puisque nos 3 mots sont informés, ça va passer par la série, fédérer, et tous ceux qui agissent, on ne va pas apporter quelque chose de nouveau, on n'est pas là pour donner donneur de leçons, on veut là pour fédérer des gens qui œuvrent tous les jours localement pour plein de choses, et après agir. Et ça passera par 3 dimensions, l'audiovisuel, une plateforme collaborative et un programme économique qui viendra un peu plus tard. Voilà, je vous remercie. Merci Thierry, n'hésite pas à laisser des liens ou à nous rejoindre pour nous tenir au courant de l'avancée de ton projet, c'est passionnant, merci beaucoup. Yann, et puis voilà, après ça sera la dernière prise de parole, merci beaucoup. Alors, c'était juste pour être un petit peu disruptif. Donc, je vais à tous vous souhaiter une très bonne soirée et je vous remercie beaucoup de ces échanges. Merci Yann, merci à toi de ta présence et de ton témoignage. Voilà, on arrive à la fin de cette soirée. Je vous remercie infiniment de vos sourires, de votre présence, de ce que vous avez échangé dans le chat, de cette énergie qui est folle et qu'on voit un peu de partout en fait. Donc c'est vrai, ne pas être trop négatif, même si on tendrait en ouvrant ça et là les boîtes des médias à perdre un peu le moral. Non, mais il y a de quoi le garder. Par contre, on n'est pas dans le déni des difficultés qui se présentent à nous. Tout part du réseau des tempêtes et de Pablo Servigne. Comme beaucoup de choses, il est vraiment... il nous inspire beaucoup et de son manifeste a été... voilà, cet élan des réels, ça part tout du réseau des tempêtes. On a 2 personnes qui sont ici, qui font partie du réseau des tempêtes, de ce réseau qui existe vraiment et qui les réels en est une déclinaison, mais en fait, c'est le réseau des tempêtes de Johanna Messi. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas,
aller voir son travail. Elle est partie, malheureusement, elle est décédée l'année dernière. Mais voilà, on a cet élan et cette générosité du cœur parce que je le vois, en fait, je ne sais pas si vous le sentez dans les regards qu'on échange. Il y a un truc super généreux et ça fait trop du bien. Donc, même si ça ne sert à rien parce qu'on ne va pas changer le monde, c'est pas vrai, on va changer nos mondes et c'est déjà quand même pas mal. Ouais, c'est pas, l'idée, c'est pas de changer le monde, c'est d'en offrir un nouveau où les autres puissent nous rejoindre. Voilà. Donc, Oui, voilà, ou le co-créer avec parce que rejoindre, ça j'ai voudrait. j'ai Voilà. mis un lien, voilà, j'ai juste mis le Merci lien de beaucoup. l'association. Merci. Donc, merci à Julien aussi, qui est pas loin et qui est Oui, toujours oui, aux là. manettes. Oui, qui est aux manettes. Et Nadège, tu peux peut-être nous rappeler nos prochains rendez-vous? Ah oui, tout à fait. On a deux rendez-vous de fixés d'ores et déjà. Ça sera le 25 février à 18h30 et le 26 mars. Donc, c'est un mercredi et un jeudi. Et puis, on va fixer les autres dates bientôt avec notre petite équipe d'organisation des réels. Si vous souhaitez participer justement à ce développement des réels, vous êtes les bienvenus. Euh, Mhm. on a un système tout à fait ouvert pour rentrer et participer si vous avez le cœur. On a un Framateam, surtout sur lesquels on échange. On essaye de ne pas être trop dans les GAFAM, mais on l'est quand même pour nous justement être accessible. Vous trouvez toutes les infos sur adaptationradicale.org. Thierry? Alors, je reprécise, Nadège, que notre prochain rendez-vous sur les réels, en principe, on a prévu justement le témoignage de JC. Voilà, on prévoit effectivement des témoignages réguliers. Si vous souhaitez également participer et nous présenter votre témoignage, ben, faites-nous un petit message et puis on en parle. Et effectivement, Jean-Christophe de l'Archipel du Vivant nous parlera de son beau projet. Belle soirée, fin de soirée. Une dernière petite chose, on a aussi une visio le 3 Ah février ben oui, avec Hélène Jalin et Florence-Marie Gégou sur le thème de éco-anxiété, éco-lucidité, en interrogation. Comment y voir clair dans le trouble écologique? c'est vrai que je n'ai pas Voilà. relevé, mais merci, merci à toi Thierry de le préciser. Sur adaptationradicale.org, vous verrez tout notre agenda. On a une partie de l'équipe qui nous déplace, on se déplace à Die, notamment pour les rencontres écologie au quotidien. Vous pouvez nous retrouver notamment pour le jeu de l'entraide qui est porté principalement par Julien Lecaille qui est ici présent. Voilà, en fait, on a plein d'actualités. Puis, s'il n'y en a pas assez, ben, faites-en une avec nous. Vous êtes les bienvenus. Et tout est toujours possible. Au revoir à tous et toutes. Merci à Merci vous. à tout le monde Au revoir. de votre présence et puis à la prochaine fois. À Et la merci, prochaine. au revoir. Au Au revoir. revoir. Bye bye. Salut tout le monde. Bon, je m'en vais, je vais garder mes petits-enfants. Bonsoir Thierry, merci à toi. Salut Lorenzo, salut Salut Didier. Lorenzo.